Et là, c'est rouge, ça tourne. Oui, je fais aussi au plus vite. Je mets donc les cours en ligne. En général, le mercredi. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà renseigné, mais je crois qu'on a 2 cours de méthodo. Je me demandais quand est-ce que c'était. Alors, l'enseignant n'a pas donné encore ses dates. Je suppose que ça va passer par le secrétariat. Je peux aller à la pêche aux infos si vous voulez lui demander. Mais ça sera, voilà, je crois que c'est 2 fois. Donc il va donner probablement peut-être fin septembre, fin octobre. Je suis allée à la pêche aux infos tout à l'heure. Et le secrétariat m'a dit qu'en fait personne n'avait de nouvelles pour le moment. Donc soit le professeur va nous écrire directement, soit il écrit au secrétariat qui nous relaiera l'information. Mais pour l'instant, on attend. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est le cours de méthodologie. Alors, bien sûr qu'il est utile, mais c'est pas un cours fondamental. Il n'y a pas de transmission fondamentale. Il va écouter vos sujets et puis il va vous donner des conseils classiques, temps de page, la biblio comme ci, comme ça. Enfin, c'est des choses de cette nature. C'est pas un cours d'idées. Voilà, c'est un cours de pratique. Comment on fait une biblio. Voilà. Donc ça va venir. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais là, j'ai pas non plus. Je ne connais pas les dates. D'autres questions? N'importe. Oui. Allez, profitez-en. Après, je vais repartir. Là, je suis au creux de vague. Allez-y. Bon, vous me posez ce qui est un peu une colle pour moi, c'est-à-dire comment fonctionne le système d'enseignement des langues. J'ai du mal à y voir clair, je ne vous le cache pas. Je ne sais pas dans la mesure où je sais qu'il faut s'inscrire auprès d'eux, ça passe pas justement par le secrétariat du master, il faut s'adresser au CLER directement, au centre de langue. Après, comment ça fonctionne ? Je ne suis pas super au courant, mais je peux aussi aller m'informer de façon précise. Oui. Mais si du coup, je ne comprenais pas non plus, et je ne sais pas si tu as réussi à t'inscrire, mais quand vous inscrivez, il faut choisir un prof. Et après, alors je ne sais plus où, parce que sur le site, il y a plein d'informations sur les cours d'anglais, mais il y a un calendrier avec les heures de vidéo dans la semaine. Et moi, par exemple, je m'étais inscrite avec le prof de l'or, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, lui, sa vidéo, c'était ce matin à 9h. En fait, en premier, ça a duré 20 minutes avec les deux. Enfin, c'est connecté. Et c'est tous les masters. Et en fait, il explique comment ça va se passer. En fait, il y a des espèces de forums à rendre, c'est des activités. Je crois que c'est pas pour toutes les séances. Mais du coup, il y aura. Et après, en fait, il y a que la première vidéo cette semaine où il se présente, où il explique comment ça va s'organiser. Il y a une deuxième visio, je ne sais plus quand, où en fait c'est un oral individuel et il faudra s'inscrire pour un compte rendez-vous. Mais sinon, en fait, toutes les semaines, on a des sortes d'activités à faire et à enregistrer. En fait, c'est les reprendre des semaines. On va être mis une fois que je pense que c'est pareil. Merci. J'ai toutes les infos, vous avez demandé. Mémoire, formation, c'est bien. Théoriquement avoir un niveau B2 à la fin de notre master. C'est pour ça que j'avais contacté pour commencer l'allemand et le secrétariat m'a dit non, il faut que tu aies d'abord les capacités suffisantes dans la langue que l'on prend. C'est pour ça que normalement je pense que commence déjà des B1, B2 et c'est pour ça que c'est pas des groupes de niveau mais des groupes de master où il n'y a que des masters et sous-entendu on a déjà tous ce niveau parce que c'est la langue qu'on devrait avoir pratiquée en licence. Vous ne pouvez pas commencer une langue. C'est ça, on ne peut pas commencer. Voilà. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont rencontré des problèmes d'inscription? C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous inscrire au truc de langue. Comment ça fonctionne? Ouais. Je sais, c'est même pas très clair pour moi. Donc.
Mais globalement, vous avez réussi? Bon, demandez à vos camarades. Ils vous aideront. Bon, il faut que ça se mette en place, voilà, si c'est la semaine prochaine. Mais je vais demander clairement qu'on m'explique une bonne fois pour toutes quelle est la démarche, parce que c'est ça que je n'ai pas vraiment encore tout à fait saisi. Moi, je ne m'occupe pas du master depuis 10 ans, hein, donc c'est aussi pour moi un apprentissage, disons. Je m'occupais d'autres masters avant ailleurs, mais celui-là, ça fait qu'1 an, donc je n'ai pas encore tout à fait tout en main. Bon, alors... si les questions sont finies, on peut passer, revenir au cours et à cette introduction, donc à la première vague, à la première phase des études culturelles, à leur moment de naissance et à leur constellation de naissance. C'est ça que j'essaye un peu de vous décrire en vous rendant perceptible quels sont les enjeux, à l'époque en tout cas, fondamentaux de cette nouvelle façon de réfléchir, qui n'est pas, ça on a vu un peu la dernière fois, donc je le rappelle juste pour mémoire, mais c'est important, qui n'émane pas d'une discipline constituée institutionnellement. Les études culturelles, elles sont une sorte de plateforme, j'ai dit, de nébuleuse. On peut décrire ça aussi comme un carrefour, on peut décrire ça comme un espace, comme un forum, en fait, un espace public, commun, où viennent dialoguer, discuter des disciplines constituées, elles, par contre, par un arsenal conceptuel, une histoire, etc., mais où elles viennent sur le forum, comme on faisait sur le forum, ça servait à ça, débattre. Ou l'agora, si vous préférez, plutôt. L'agora, on débattait, le forum, on négociait plus, c'était déjà beaucoup plus marchand, le forum. L'agora, c'est le lieu de discussion... Non, c'est tout le temps ici. C'est une salle bocale, c'est une salle assez étrange pour... Les gens regardent, hésitent, passent, reviennent, regardent. Donc voilà, agora, ça veut dire que chacun vient avec ses outils, avec son bagage, avec ses idées, avec ses références, ses corpus, voilà. Et on débat. Mais on débat de quoi ? On débat d'un objet commun. Cet objet commun, c'est la culture. C'est ça, le point de départ, c'est que vous arriviez en sociologue, vous arriviez en anthropologue, en littéraire, en historien, en ce que vous voulez, comme discipline constituée, vous arrivez sur l'agora, et là, il n'y a plus tellement la discipline constituée qui prédomine, qui prime, il y a le fait que vous êtes avec d'autres qui ne parlent pas exactement la même langue, mais vous parlez du même objet, chacun avec votre idiome particulier. Bon. Ça, c'est la façon dont on peut décrire la naissance des études culturelles. C'est-à-dire ce carrefour, ce moment de rencontre qui met principalement en action des littéraires, Hogarth. Vous allez lire, on va lire ensemble des extraits, en tout cas de la culture du pauvre. Je vous invite évidemment à lire en ensemble l'ensemble du texte, mais on en regardera au moins des extraits. Et d'autres qui viennent de l'histoire, par exemple. Thomson. Et donc ils ont cet objet commun qui est la culture. Alors, la culture, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on le prend, qu'on le comprend, le mot, le terme, la notion ? Et qu'est-ce qu'eux vont en faire ? Parce que c'est surtout ça la question. Alors, si on se replace un peu dans le moment historique, fin 50, dans l'après-guerre, quoi, en gros. C'est des gens qui viennent de l'après-guerre, qui sont des acteurs on pourrait dire, de la reconstruction intellectuelle de l'Occident, des pays occidentaux, après l'effondrement que représente la Seconde Guerre, les deux guerres, mais surtout la Seconde. Et donc, ils réfléchissent, comme d'autres ailleurs sur le continent, à c'est quoi la culture, puisque on peut quand même supposer que la Seconde Guerre, elle marque, chez plusieurs penseurs quand même, ça arrive de cette façon, l'irruption de la barbarie dans le monde de la culture. Donc c'est quoi la culture ?
pour eux, pour ces gens, je vous ai mis les photos, je vous montre les photos. Le premier, c'est Hogarth. Ça, c'est Raymond Williams, E.P. Thompson. Et le quatrième mousquetaire, comme il se doit, puisqu'ils sont 3 mais 4, il s'appelle Stuart Hall. Il arrive un tout petit peu après. Et il arrive de Jamaïque. Ça a son importance, y compris en termes de thématique qu'il va apporter, initier au niveau du centre de Birmingham, puisque Stuart Hall va le diriger à partir de 69 pour une dizaine d'années à peu près. Il dirige le centre pendant les années 70, grosso modo, et mon collègue Marc Lenormand vous parlera en détail de ce qu'il a apporté, de ce qu'il a fait. Mais en fait, c'est lui qui amène tout un ensemble de questions qui articulent la classe, le genre, la race, la sexualité. Ce combi-là, cette combinaison, cette combinatoire thématique, c'est Stuart Hall qui va principalement l'apporter. Avant, on s'intéresse plutôt, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, on s'intéresse plutôt aux cultures jeunes, ce qu'on peut appeler les cultures jeunes, c'est-à-dire principalement les cultures musicales et vestimentaires, qui vont souvent d'ailleurs de pair, qui caractérisent la jeunesse des années 60, mais qui caractérisent en fait la jeunesse tout court, depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis le moment où elle s'institue, la jeunesse, quasiment en catégorie sociologique à part entière, et en particulier en tant que catégorie qui consomme des biens culturels. Ça, c'est fondamental. Sinon, vous ne comprenez rien à l'histoire de la pop musique. Parce que la pop musique, elle est faite pour les disques. Elle n'est pas faite pour écouter, elle est faite pour être reproduite sur des disques, et donc les disques sont faits pour être achetés. On est bien dans une culture de masse, on est bien dans une production de biens culturels, d'industrie culturelle de masse, dès cette époque-là, déjà avant, mais début des années 60, c'est vraiment le grand boom, c'est vraiment l'explosion. Et c'est ça qui vont scruter les premières années, disons, du centre, sont consacrées à des études sur les cultures, soit les cultures spécifiques, culture ouvrière, soit sur ces questions de culture jeune et donc de description de ce qui, à l'époque, est leur contemporain. La démarche est toujours valable. En études culturelles, aujourd'hui, vous avez tout à fait la possibilité de travailler, je parle pour les mémoires, mais pour aussi des essais potentiels, etc., sur les phénomènes d'aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez faire un mémoire sur Taylor Swift, allez-y. Voilà. Elle va faire changer l'élection politique américaine. C'est quand même pas rien, hein. On peut croiser les doigts, du moins. Plus compliqué que ça. Il a encore loupé. Merde, il a encore loupé. Ils n'ont pas tiré à bon endroit, encore une fois, franchement. Ah, les tireurs américains ne sont plus ce qu'ils étaient. En 1961, ils étaient plus efficaces, ils tapaient dans le mille. Malheureusement, c'était un bon président cette fois qu'ils ont eu même. Voilà. Bref, passons. Donc c'est tout à fait possible de travailler sur les cultures émergentes. C'est ça que ça veut dire. Hein, je prends Taylor Swift pour le clin d'œil, mais ça peut être absolument autre chose. Ça peut être un type de scène techno, ça peut être le rap aujourd'hui. Il y a plein de mémoires, évidemment, qui sont autour du rap depuis un certain temps déjà. Voilà, tout ça est légitime. Hein. Vous n'hésitez pas sur les objets. Et ça, c'est à eux qu'on le doit, d'une certaine manière. Parce que si vous êtes dans l'université en 1960 et que vous voulez faire un mémoire sur les Rolling Stones, il n'y a pas grand monde qui va vous dire oui, bien sûr, venez, on va faire ça, c'est passionnant. C'est ça qu'ils ont apporté. Ils ont apporté, en fait, on va revenir là-dessus en détail un peu, mais pour avoir une autre image, le terme de culture, il est défini de façon assez étroite. Jusque-là, il a une définition canonique, c'est-à-dire ce sont les textes de référence et les textes, et les grands textes. Voilà. Que ce soit d'ailleurs à l'échelle d'un pays, culture nationale, ou que ce soit à l'échelle plus vaste de la culture européenne, par exemple, auquel cas, on peut prendre Dante, Cervantes, Shakespeare, etc. Et puis on a une sorte de canon de la littérature européenne, de la culture européenne. Comme si c'était que ça. Et ça, c'est les études culturelles qui le disent, par exemple. Comme si c'était que ça. Donc, on est face à historiquement, au moment où il commence à... je reviendrai sur le détail après, mais en 64, quand le centre Birmingham est créé, ils ont
ils réfléchissent, ils vont fondamentalement conceptualiser cette notion de culture, et ils vont le faire, évidemment, contre cette définition limitative de la culture, comme limitée aux grands textes culturels, voilà, qui est en fait une définition aussi tout à fait socialement surdéterminée. Parce que qui décrète cette qualité d'être culture, voilà, c'est quand même la classe dominante, c'est-à-dire c'est quand même la culture bourgeoise qui se décrète elle-même culture et qui même le fait de façon universalisante, c'est-à-dire c'est la culture universelle. Voilà. Mais non, c'est une culture liée à l'histoire culturelle de la bourgeoisie, par exemple. Lettrés, humanistes, tout ça, c'est des qualités de la bourgeoisie. Hein. C'est pas une insulte, hein, le mot bourgeoisie. C'est pas un stigmate. Hein. C'est une désignation sociologique. Donc la bourgeoisie, avant que la bourgeoisie soit aux commandes, il y avait un autre système social qui était la féodalité. La culture, à ce moment-là, elle était définie, prescrite par les cours. Voilà. Donc ça veut dire que les définitions canoniques, elles sont en général le reflet de la classe dominante, qui va pousser en avant ses propres valeurs et les pousser dans une démarche qui est une démarche aussi de généralisation. Oui, mais quand vous n'êtes pas de la dite classe, c'est pas évident de vous reconnaître là-dedans. A fortiori, s'il y a un taux d'alphabétisation bas, hein, c'est difficile d'aller reconnaître une valeur à une culture qui est fondamentalement une culture de lettrés. Bien. Donc, cette définition de la culture, elle est limitative. Et elle est surtout très exclusive. C'est-à-dire qu'elle fout plein de choses dehors. Hors du domaine de quoi ? De la reconnaissance, de la validité, de la validation. Alors, ce qui va se passer à Birmingham, ça se passe aussi dans d'autres espaces, mais là en particulier, c'est comme si on poussait les murs, vous voyez, de la pièce dans laquelle on est, qui s'appelle culture, voilà, et on va pousser les murs, on va pousser le plafond, on va pousser devant, on va ouvrir des fenêtres aussi dans les murs, voilà. C'est un peu ça l'opération par métaphore spatiale qui se passe à Birmingham, qui se passe dans les textes qui sont ceux du début des années 60 de ces intellectuels-là. Ils vont pousser les murs, ça veut dire qu'ils vont commencer à valider, à considérer comme digne de quoi ? Digne de regard, digne de discours, digne d'appropriation et d'analyse, de théorie. On peut s'appuyer sur des productions qui sont pas dans le canon culturel, c'est-à-dire qui viennent d'où qui viennent, en particulier des classes sociales qui ne sont pas incluses dans la définition de la culture bourgeoise. Globalement, quand en plus vous ajoutez à cela à cette démarche, qui est une démarche en fait de décentrement du regard, hein, au lieu d'être polarisé sur Shakespeare, Dante et Cervantes, vous allez regarder à côté. Et vous allez voir plein de choses à côté, par exemple, des traditions populaires, de carnaval, plein de trucs comme ça, qui ne sont pas dans le canon strict. Bon, donc il y a un premier mouvement qui est un mouvement de décentrement du regard. Mais il ne vient pas par hasard, ce mouvement de décentrement du regard. Il est le fait d'intellectuels qui sont eux-mêmes des gens décentrés par rapport au centre culturel institutionnel de l'Académie, et en particulier en Grande-Bretagne. Que ce soit Hogarth, que ce soit Williams, Thomson, Stuart Hall a en plus une qualité, je dirais, que les autres n'ont pas. Il est issu d'un mouvement migratoire. Il est jamaïcain venu en Angleterre, ce qui est l'un des principaux mouvements migratoires de l'après-guerre en Angleterre. La France connaît la même chose, parce que c'est la dissolution des empires coloniaux qui fait que les populations des colonies vont converger vers les centres métropolitains. Pour l'Angleterre, la Jamaïque est un flux migratoire important. Donc lui, il a une qualité en plus, c'est qu'il est hors de la culture britannique blanche, classique. Les trois précédents, qui eux sont des Anglais, sont issus de la classe ouvrière.
Hogarth, il est issu de la classe ouvrière du nord de l'Angleterre, la région de Leeds. Williams, il est fils de mineur au Pays de Galles. Bon. Donc, ce sont des gens qui ont non seulement une connaissance intime, physique, dans leur corps, dans leur esprit, dans leur sens, dans les odeurs, par exemple. Hogarth en parle, ça, dans la culture du pauvre. Et c'est passionnant, justement, de voir comment il saisit par les éléments infimes, sensuels, au sens qui touchent les sens, l'appartenance de classe, par exemple. Donc ce sont des gens qui sont, en fait, qui sont des ovnis dans le système académique anglais. Ils sont issus du milieu ouvrier et ils traversent, avant d'arriver à des postes académiques qui ne sont pas des postes centraux, ça c'est encore un autre élément, j'y viens, ils sont passés pendant un temps quand même assez long par l'enseignement populaire, c'est-à-dire les cours du soir. C'est-à-dire qu'ils enseignent à des gens qui travaillent dans la journée et qui vont écouter des cours à la fac le soir. C'est pas les grands bourgeois qui font ça, voyez, c'est les travailleurs. C'est un collectif, je ne distingue pas hommes-femmes là-dedans. Donc, ils sont issus eux-mêmes de milieux défavorisés, en tout cas, si vous pensez ça par rapport à la norme Oxford-Cambridge, voilà. Et ils ont une pratique de l'enseignement, justement, qui ne passe pas par les grands boulevards de l'académie institutionnelle, etc., en Angleterre. Ils passent par les cours du soir, et quand ils arrivent à avoir des postes, ce sont des postes, il y avait la carte tout à l'heure qui était affichée, je peux la remettre si vous voulez, elle est assez instructive, ça c'est les cartes de la décolonisation, c'est celle-là qui m'intéresse. Leeds, Leicester, Birmingham, on est au nord de l'Angleterre, on est dans l'Angleterre industrielle. Oxford, Cambridge, tout ça c'est beaucoup plus au sud, plus bas. Ça veut dire que les zones d'implantation des études culturelles sont les zones périphériques du système académique anglais. Ils ne s'installent pas à Oxford et à Cambridge. Ils s'installent dans les universités qui sont autour et qui sont des universités dans des régions industrielles, c'est-à-dire dont le public, quand même, globalement, est issu de cette région-là, de ces régions-là. Ça donne beaucoup d'éléments pour penser quand même quelque chose d'assez fondamental qui est au cœur des études culturelles, qui est la situation de minorité, au sens très général, très large du terme. Ça va donner une sorte de, je dirais, d'intuition qui leur est propre, qui va consister à regarder, à commencer à s'intéresser justement à des productions qui ne sont pas des productions mainstream au sens culture centrale, qui sont des productions issues ou à destination des classes populaires. Alors c'est une histoire à la fois individuelle, vous voyez, c'est une histoire personnelle, c'est une histoire d'ascension sociale dans un contexte qui est plus dur que la France, par exemple, ou l'Allemagne. En termes de hiérarchie sociale, l'Angleterre, c'est quand même un peu plus sévère, la partition. Donc c'est des gens qui ont ce parcours-là. Et vous trouvez dans le livre d'Hogarth, c'est pour ça que je vous conseille de le lire quand même en entier, un magnifique chapitre à la fin qui concerne le boursier. Le boursier, vous retrouvez la même chose chez Pierre Bourdieu, qui est quand même un pilier central de la sociologie française, qui a le même parcours social de l'après-guerre. C'est-à-dire c'est que Bourdieu, il est issu de la paysannerie du Béarn. C'est pas quelqu'un qui est dans la bourgeoisie parisienne cultivée. Donc ces trajectoires-là, qui sont des trajectoires de vie, qui sont des trajectoires sociales, elles sont inscrites, si vous voulez, au cœur des fondateurs des études culturelles. Et qui ont cette capacité, évidemment, à s'intéresser à des objets qui, jusque-là, sont totalement exclus du champ de la culture, qui n'intéressent personne. Et eux vont commencer, avec leur bagage universitaire,
Thomson, c'est un des plus grands historiens anglais du XXe siècle. Son grand livre est consacré à la naissance de la classe ouvrière en Angleterre. 18e, etc. C'est un pavé comme ça. Bon, donc ce sont vraiment des gens qui sont formés, voilà, mais qui ont une conscience très nette de ces clivages de classe, hein, et des formes de production culturelle qui sont dedans ou sont dehors. Voilà. La culture du pauvre, c'est consacré à ça, en fait. C'est une description ethnographique, c'est-à-dire c'est vraiment descriptif, on décrit les choses, etc., de la culture ouvrière anglaise des années 30. Celle qui, en 60, est déjà largement entamée, c'est-à-dire qu'elle est prise dans une autre culture qui, elle, est commune à tout le monde, qui est la culture de masse. Et elle a commencé à perdre de sa cohésion, de sa cohérence. C'est une culture fortement marquée, justement, de classe. Bon, mais ça, quand vous êtes dans la culture de masse des années 60, et aujourd'hui c'est encore plus accéléré ce phénomène, mais c'est cette idée qui commence à être un petit peu plus difficile à maintenir. Ouais. Parce que ce qu'ils voient, les années 60, les mouvements de jeunes, etc., qui vont décrire, sont des mouvements certes issus pour l'essentiel des classes populaires, mais qui se détachent aussi d'une conscience de classe qui pouvait caractériser la culture ouvrière encore 30 ou 40 ans avant. C'est ça qui va se passer aussi dans la culture de masse, c'est que les cultures spécifiques, et en particulier celles qui intéressent Hogarth au premier chef, et pas pour rien justement, vont perdre de leur particularité, vont perdre de leur substance. Elles vont se fondre dans la culture commune, la culture générale, la culture qu'on appelle de masse, et qui est caractérisée, elle est ancienne, elle remonte à la naissance de la société industrielle et en particulier des médias de masse, ça on l'a dit la dernière fois, donc c'est en gros le milieu du 19e, mais elle est caractérisée par un projet, si on peut dire les choses comme ça, qui est de s'adresser à tout le monde indistinctement. C'est-à-dire, pour la culture de masse, que vous soyez prolétaire ou bourgeois, ça n'a pas d'importance. Pourquoi ? Parce que vous allez acheter potentiellement le même disque, le même objet. Donc oui, c'est une culture de l'industrie, c'est une culture technologique, c'est une culture qui est liée à l'avancée, au développement des médias de transmission. C'est une culture fondamentalement marchande. Et c'est une culture qui a pour vocation de toucher tout le monde, c'est-à-dire d'effacer les distinctions, les particularités. Et plus vous êtes, les années 60, c'est ça, plus vous êtes dans une société qui est en train d'évoluer, vers quoi ? Vers une forme de pluralisation, vers une forme de segmentation. Parce que, quantitativement, la population augmente. Parce que, quantitativement, il y a des mouvements migratoires massifs qui sont en cours. Donc elle change, la société. La société britannique du début des années 60, elle est en plein changement. Mais la société française aussi, bien évidemment. Pour exactement les mêmes raisons. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une société qui est de plus en plus composite et qu'il va falloir quand même tenir ensemble pour pas que ça soit justement l'anarchie complète, la segmentation absolue, que les gens se fassent la guerre civile. Donc, il faut quand même tenir un cadre global. Plus ça augmente, cette dynamique, plus la fonction de la culture de masse, c'est-à-dire qui s'adresse à tous sans regarder les particularités, les appartenances, les origines, ça on sent, hein, et plus sa fonction est importante en fait. Et qu'est-ce qu'elle peut proposer, la culture de masse, qui donc transcende en fait les particularités, hein. C'est ça l'objectif. L'objectif est en lui-même surdéterminé par une logique économique. On est bien d'accord. C'est une culture de la marchandise, hein, la culture de masse. Là-dessus, il n'y a pas hésité une seconde. Hein. Ce qui va permettre de transcender les particularités, c'est ce qu'on pourrait appeler des grands mythes généraux, des grands mythes fédérateurs.
Et le grand mythe des années 60, et on n'est pas non plus sorti tout à fait de ça, le grand mythe qui va permettre de fédérer indirectement toutes les populations distinctes, par ailleurs, c'est celui du bonheur individuel, qui est même presque un thème constitutionnel pour les États-Unis, la poursuite du bonheur. Bon. Alors, pourquoi je vous dis ça? Regardez, est-ce que vous connaissez une production populaire dont, par exemple, on peut tenir comme qualité qu'elle est très largement déterminée par la sérialité, et ça depuis toujours, depuis le début du phénomène, depuis la presse à grand tirage du 19e, le feuilleton, c'est du sériel, la série télé, c'est du sériel, la série Netflix, c'est du sériel, la forme même de la série est consubstantielle à la culture de masse. Alors aujourd'hui, je sais, il y a des séries un peu tordues, où il se passe très qui finissent mal. Mais quand même, très globalement, le consensus, il se traduit par exemple par un truc qui est tout le temps à la fin des séries, des films, etc., qui est le happy end. Ça finit finalement bien. On peut traverser les pires épreuves, ça peut être noir, etc. Mais on arrive toujours à la fin à ce qui est un peu de réconciliation, de bonheur. Voilà. Ça, c'est un schéma archétypique des productions de masse. Un autre schéma archétypique, c'est la polarisation entre bon et méchant, entre gentil et méchant. Voilà. Ça, c'est un truc, une partition bien... Voilà, il y a un super méchant et puis un affrontement qui se résout en règle générale par la défaite du méchant. C'est rare de voir dans une production de masse le méchant gagner. Ça peut exister, mais c'est quand même pas fréquent. Moriarty, il ne gagne pas contre Sherlock Holmes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça. On n'a pas. Si vous laissez le méchant gagner, alors vous laissez la logique de la particularité gagner, en fait. Vous laissez celui qui va pouvoir imposer sa vilainie aux autres. Voilà. Si c'est le gentil qui gagne, et c'est systématiquement le gentil qui gagne, tout le monde va s'y retrouver d'une certaine façon dans la victoire du gentil, in fine. On dit culture de masse, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que pour moi, culture de masse, c'est associé en fait à la culture populaire. Alors, c'est un grand débat, et on est justement au cœur du truc. La culture de masse, c'est une culture qui est liée, qui est déterminée historiquement. Elle est liée à la naissance de l'industrie médiatique, en fait. Donc au milieu du 19e, à la presse. Ça veut dire que c'est une culture liée à l'industrialisation des sociétés occidentales. Ça veut dire que c'est lié, l'industrialisation, elle entraîne l'urbanisation. Exode rural, les gens viennent dans les villes pour trouver du travail, ça crée des masses populaires en situation précaire économique, mais qui n'a que la force de travail pour vivre. Ça va avec, je dirais, c'est ce que j'essaye là de décrire, c'est-à-dire une sorte de discours qui va s'adresser à l'intérieur du monde urbain à tous ceux qui y circulent. Ça va passer donc par davantage d'importance donnée à ce qui est le plus visible et le plus immédiatement compréhensible, c'est-à-dire aux images, par rapport à la culture que je disais canonique tout à l'heure, qui elle est une culture de texte. Ça va entraîner, tout ça c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est pour ça que je le redis vite, ça va entraîner aussi une dimension de production spectacle, parce que c'est dans le spectacle que précisément les goûts peuvent se transcender, les goûts déterminés par des appartenances de classe ou autres vont pouvoir disparaître. Que vous soyez au fond ouvrier, bourgeois, à la limite même homme ou femme, ce qui est quand même une question au 19e encore, pas toujours résolue, un spectacle de cirque, vous allez le regarder de la même façon, vous allez y prendre plaisir, un cabaret. Voilà. Donc l'essence, en fait, de la production culturelle de masse, c'est le spectacle. Ça, c'est une des choses que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois, et dès le 19e. Ça, c'est tout de suite. Parce que c'est là qu'on peut passer par-dessus les barrières. Sinon, chacun va retourner dans son précaré et puis s'intéresser à ce qui l'intéresse. Voilà. Donc, la culture de masse,
et c'est celle dans laquelle nous nous trouvons encore historiquement, elle s'adresse à l'ensemble d'une population et elle propose à l'ensemble de cette population une même chose, un divertissement. Face à quoi, pour dire très vite les choses? Et donc nous sommes encore dans une culture de masse, a fortiori, puisque l'industrie culturelle bat son plein, la spectacularisation de nos vies bat son plein, on spectacularise même aujourd'hui l'intime, la vie intime, que ce soit dans la fiction, que ce soit dans l'émission de télé-réalité, etc. Et c'est des trucs qui sont quand même devenus assez quotidiens. En regard de quoi, par culture populaire, on entend plutôt une culture qui est transhistorique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée par le XIXe siècle, et qui est plutôt sectorielle, catégorielle. Culture soit marquée par une culture de classe, soit par une culture de métier, par exemple. Culture populaire, c'est par exemple aussi le folklore, au bon sens du terme, c'est-à-dire l'expression culturelle du peuple. Folk, en allemand, c'est le peuple. Mais le folklore, il est immémorial. Ouais. Ça remonte à X siècles, pour remonter jusqu'à telle tradition folklorique, tel personnage de carnaval, que vous allez d'ailleurs retrouver dans les Alpes suisses ou slovènes, mais aussi en Espagne ou... Donc il y a quelque chose qui relève de cette catégorie-là. Après, le glissement sémantique, il est effectivement fréquent, puisqu'on peut appeler ou on peut considérer, trouver des appellations de culture populaire au sens que vous disiez, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, le rap ou n'importe quelle autre expression. Moi, je prends toujours l'exemple de la musique qui m'a forgé, c'est-à-dire plutôt le rock et le punk rock même. Voilà, donc culture populaire dans ce sens-là, mais pensez, j'essaye de vous donner l'opposition. C'est pour ça que je vous demande de lire le texte de Christopher Lasch qui s'intitule Culture de masse et culture populaire, parce que la distinction, elle est très très bien faite par cet historien. C'est un historien important de la deuxième moitié du siècle, du XXe, et qui décrit les choses de la façon peut-être la plus claire que j'ai trouvée. Donc culture de particularité, je dirais, face à culture à vocation universelle, qui serait la culture de masse, c'est-à-dire que où que vous soyez... C'est l'idée que le Coca-Cola, on le boit au Népal comme au sud de l'Argentine, comme voilà. Il y a quelque chose qui est universel, commercialement parlant, évidemment, pas métaphysiquement. Voilà, donc c'est évidemment aussi lié tout ça à des questions d'économie marchande. Voilà. Bon, lisez le texte de Lasch, puis on aura l'occasion d'en reparler. Donc, j'étais, je ne sais plus exactement où, mais en train de vous expliquer que ce qui constitue un peu la position de naissance des études culturelles, c'est cette situation, cette sensation, voilà, j'étais sur le boursier, et le boursier comme ce qu'on appelle, plus dans un vocabulaire plus... sociologique peut-être, mais le transfuge de classe. Quelqu'un qui a quitté sa classe d'origine et qui est allé, en fait, dans la classe à laquelle il n'appartenait pas initialement. Bon, voilà. Quand vous partez de Leeds, du milieu ouvrier, et que vous finissez professeur d'université, puis Hogarth a arrêté l'université assez tôt, il est parti dans les questions de culture dans les organismes internationaux, UNESCO, etc., et donc il a fini... par faire une carrière dans la culture, dans la reconnaissance. Mais l'UNESCO, c'est quoi? La reconnaissance, justement, des différentes cultures ou des différentes facettes des cultures humaines, etc. Donc ça reste cohérent par rapport au parcours. Thomson a quitté l'université en se fâchant pour des questions vraiment de politique.
Et il est parti militer. C'était quelqu'un qui a été extrêmement actif dans les milieux, dans les mouvements antinucléaires début des années 80, par exemple. Vous voyez toujours en avant des manifestations, enfin, donc avec une action politique forte. Ça veut dire, et ça c'est un autre des éléments intéressants des études culturelles, c'est souvent l'articulation entre théorie et praxis. C'est des gens qui, ça entraîne quand même cette réflexion sur la culture, la recodification de ce qu'on comprend sous le mot culture, cette extension du concept, cette validation qu'on accorde d'une certaine manière à des objets qui ne sont pas reconnus comme tels auparavant. Tout ça entraîne assez logiquement à un positionnement politique. C'est le cas encore aujourd'hui. Dans les milieux militants, etc., ça vient quand même aussi souvent de questions qu'on croise en études culturelles, par exemple. Donc il y a une dimension assez, engagée, dans le sens où on essaye de transformer les idées, les théories en réalité. Réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en loi, par exemple. Donc, pour ça, il faut agir dans l'espace public. Il faut penser, mais il faut aussi transformer la pensée en acte. Donc, c'est une des qualités assez fréquentes qu'on peut trouver chez les intellectuels qui se réclament des études culturelles à l'époque, mais aujourd'hui encore. Alors, pas tous, évidemment, mais ça fait partie du schéma. D'une certaine façon, ça reprend un peu cette ancienne idée de l'intellectuel engagé. Alors, je dis ancienne parce qu'elle remonte à la fin du 19e, elle remonte à Zola, elle remonte à l'affaire Dreyfus, elle remonte à un procès qui est un procès absolument antisémite par essence, contre lequel Zola s'insurge et écrit ce texte fameux, « J'accuse ». Et en faisant ça, il crée une figure, Zola, qui est une figure nouvelle, de celui qui est un créateur artistique, mais qui intervient dans le débat public pour prescrire, en un certain sens, des idées, pour essayer de faire en sorte que ça change, qu'en l'occurrence, Dreyfus ne soit pas accusé, ou condamné, plus exactement. Zola, il écrit « J'accuse », et donc cette figure de l'intellectuel engagé qui émerge à ce moment-là, qui va durer en France, en gros, jusqu'à la mort de Sartre, au milieu des années 70, début des années 80. Après, c'est plus vraiment, même s'il y a encore des singularités, pour Pierre Bourdieu, par exemple. Mais c'est une figure qui émerge aussi à un moment très précis. J'accuse, c'est exactement contemporain d'autres procès qui, eux, incriminent des anarchistes qui ont fait des attentats à Paris, 1895, 94, 95, et qui, pas évidemment l'ampleur des attentats contemporains, mais une bombe dans un café qui tue une ou deux personnes, on assassine un président de conseil, quand même, c'est comme si on tuait le Premier ministre aujourd'hui. Donc il y a quand même des choses un peu politiquement marquantes qui agitent surtout l'imaginaire public de façon disproportionnée. Mais ça, regardez comme c'est une logique souvent aussi de réception de l'événement, c'est-à-dire que la résonance traumatique est beaucoup plus grande, en l'occurrence à l'époque, que la réalité des événements. Alors, on attrape évidemment ces gens, on les exécute. Ravachol est le plus célèbre d'entre eux. Si vous voyez un jour apparaître ce nom, vous saurez à quoi le rattacher. Mais il se trouve que les mouvements anarchistes, qui sont une branche du socialisme, qui se dégagent en fait assez rapidement du socialisme autoritaire qui est celui de Marx, pour un socialisme qui va pas vouloir véritablement d'État fort, d'État centralisé, mais plutôt des structures de type commune, au sens groupement restreint. Le mouvement anarchiste au 19e, il touche
d'un point de vue sociologique, principalement, en tout cas en France, à ce moment-là, à la fin du 19e, principalement le monde artisan. Et pas pour rien. Parce que, justement, dans la culture dite de masse, dans la société de masse qui se met en place à ce moment-là, précisément, dans la deuxième moitié du 19e siècle, ce qui constitue la structure de production antérieure principale, c'est-à-dire la production en atelier, la production artisanale. Un artisan, c'est une petite commune, c'est-à-dire en général souvent une structure familiale, quelques apprentis, voilà, des gens qui gravitent autour, mais on est dans une structure de production relativement restreinte, mais déjà sérielle. Un artisan, il ne fabrique pas une paire de sabots. Il en fabrique une dizaine par semaine, par mois, j'en sais rien, mais voilà. Donc il y a une production régulière, sérielle, mais qui se trouve en concurrence directe et extrêmement brutale avec la production qui se met en place à l'époque, qui est la production industrielle. Là où un artisan met 3 mois pour produire une quantité, l'usine le fait en 1 jour. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que sociologiquement, les artisans, ils souffrent en tant que catégorie porteuse de la production. Ils perdent le travail, tout simplement. Et le recrutement de la mouvance anarchiste à la fin du 19e, il est principalement dans ces cercles-là, dans les milieux liés à l'artisanat. Donc vous voyez que ça a aussi des fois des conséquences très concrètes en termes de détermination politique, etc., que des mutations, celles auxquelles je fais allusion depuis le début, c'est-à-dire à la transformation des sociétés occidentales depuis le milieu du XIXe siècle. Et ces transformations, elles sont en cours principalement sous la poussée du capitalisme industriel, qui va avoir son temps. On n'est plus dans le capitalisme industriel aujourd'hui. Ça fait un bail qu'on n'y est plus. Mais là, à ce moment-là, on est dedans. Donc elle se met en place, cette culture de masse, cette culture, je dirais, indifférenciée, et elle va entrer en friction, elle va entrer en conflit, c'est pour ça que je prenais l'exemple de l'artisanat, avec des cultures qui sont des cultures plus restreintes, plus sectorielles, plus localisées, plus, etc., etc. Ce sont des cultures de métier, qui sont des cultures, qui ne sont pas forcément que des questions de classe, plutôt d'activité. Et la grande question de départ, d'Hogarth, mais des autres aussi, qui va les amener justement à s'intéresser aux formes contemporaines qui émergent dans les populations plutôt d'origine populaire. La question centrale, c'est comment ces cultures catégorielles réagissent en fait à la culture de masse. En l'occurrence, la culture ouvrière, telle que Hogarth l'a décrit, elle est en train, effectivement, de perdre un certain nombre de ses valeurs, un certain nombre de ses habitudes, etc., etc. Et, effectivement, la jeunesse, qui est une catégorie sociologique centrale, à partir de ce moment-là, qui est celle qui est concernée, disons, par les analyses qu'ils vont pouvoir faire, c'est principalement la jeunesse populaire. C'est celle qui, par rapport à les générations encore d'avant, par rapport à la génération d'Hogarth lui-même, pas si loin, entre les années 30-40 et les années début 60, il n'y a jamais que 20 ans, va avoir quand même d'autres cartes en main, davantage de temps libre. De ça. L'évolution générale de la société de masse, c'est aussi une réduction progressive du temps de travail. Donc, plus de temps pour se distraire, plus de temps pour faire autre chose que travailler. Elle est aussi un peu plus économiquement fournie. Début 60, c'est quand même mieux que 100 ans avant. Voilà. Il n'y a pas photo, même si ce n'est pas la panacée. Voilà. Mais il y a une évolution qui va dans ce sens-là. Donc, c'est une jeunesse qui est en train de se dissocier d'une certaine manière
de sa base historique, les classes populaires, sans couper non plus, de façon radicale, définitive, etc. Donc le regard d'intellectuels issus des classes populaires, formés par leur pratique pédagogique en direction des classes populaires, c'est ce qui va les amener à Birmingham à mettre en place des modes d'enseignement tout à fait différents de la verticalité habituelle de l'université. Ce n'est pas des cours magistraux. La relation entre étudiants et enseignants, elle est repensée, elle est pensée différemment, elle est pensée sur un mode dialogique beaucoup plus poussé que ce que c'est, sinon, dans le système classique, conventionnel. Ça veut dire que le débat, le dialogue, la discussion est favorisé. La position du maître, entre guillemets, du prof, elle n'est pas, surélevée par rapport à celle des étudiants. C'est assez intéressant ça, parce qu'effectivement, au cours du soir, on peut supposer que vous avez en face de vous des gens d'un certain âge, avec une expérience, un bagage, déjà des pensées, des réflexions formées peut-être, puisqu'on est dans un cadre ouvrier, par une appartenance syndicale, très puissante en Angleterre, beaucoup plus puissante qu'en France, jusqu'à ce que Margaret Thatcher mette un terme à la chose, à la fin des années 70, début des années 80. Mais jusque-là, les syndicats en Angleterre sont extrêmement puissants. Vraiment. Ils sont dans la discussion avec l'État et le patronat, c'est tripartite, et c'est comme ça depuis l'après-guerre, en fait, de façon pendant 20 ans. Le modèle, si vous voulez, d'après-guerre, c'est pas du tout l'Angleterre que vous connaissez aujourd'hui. C'est un modèle de social-démocratie, avec un État fort qui intervient. Le système de santé anglais, qui est issu de l'après-guerre, il est intégralement gratuit, par exemple. Et il est de qualité. Ils n'ont pas un mauvais système de santé, initialement, les Anglais. Il s'est dégradé, certes, etc. Il s'est dégradé à cause, peut-on dire, des politiques néolibérales de privatisation. Mais enfin, en tout cas, là, en 1960, on est au sortir de la guerre. Le modèle de développement qui est choisi en Angleterre, c'est celui, en gros, prôné par un économiste qui s'appelle Keynes, ce qu'on appelle le modèle keynésien, qui est un modèle social-démocrate d'intervention de l'État, État-providence, dans la vie publique. Les transports, l'éducation, la santé, voilà. Et les Anglais ont une tradition syndicale extrêmement puissante qui fait que le taux de syndicalisation est infiniment supérieur à celui qu'on connaît en France, et les syndicats sont armés au plan politique, et, par exemple, quand ils décrètent la grève, c'est très suivi, c'est très sérieux, ça veut dire que ça paralyse réellement le pays. C'est ça qu'un Thatcher va vouloir arrêter. C'est la puissance syndicale. Voilà. Pour des raisons idéologiques, etc., on peut en parler aussi, c'est passionnant, c'est l'histoire de ces années-là. Mais en 60, on est dans ce modèle-là. On est dans un État qui est plutôt, ça va plutôt bien dans l'économie, on est dans la reconstruction, et on est dans un État qui redistribue quand même beaucoup au plan des politiques sociales en Angleterre. Donc, des trajectoires, par exemple, comme celle d'Hogarth, etc., sont assez cohérentes. Il y a quelque chose qui va vraiment vers l'idée d'émancipation, de démocratisation du savoir, etc., etc. C'est leur démarche fondamentale. Mais on peut aussi se dire, quand vous enseignez à des adultes, quand vous dialoguez, discutez avec des adultes autour de textes littéraires, etc., ce qui fait initialement, vous avez aussi plus de répondants, parce que les gens ont tout simplement plus de maturité, d'expérience, que l'échange se fait de façon plus fluide, etc. Et donc ça va impacter leur façon de concevoir l'enseignement. C'est ce qui va faire que c'est un centre de recherche qui va être créé, et pas un département avec des cours, des années, etc. Et c'est ce qui va faire, si vous lisez le Scope of Research, qui est le texte programme de Hogarth en 1964, il explique assez clairement, on peut lire aussi entre les lignes, que les rapports changent et que ce qui va être au centre de la pratique, c'est la discussion de séminaires, en fait. C'est ce que je vous propose aussi un peu à travers la pratique de l'oral. C'est ça qu'il faut saisir.
J'ai pas envie de faire du cours magistral pendant 15 semaines, hein, du tout. Mais j'ai envie de discuter avec vous d'objets que vous allez... Moi, je suis en train d'essayer de vous expliquer en gros quels sont les objets d'études. Je pense que ça y est, c'est en train de rentrer quand même dans vous, enfin dans votre perception de ce que sont les études culturelles. Et après, voilà, les propositions viendront de vous. On peut débattre, on peut prendre des textes, on peut aussi prendre prétexte d'un exposé. Vous voyez, juste avant vous, j'ai camarades de licence qui ont un cours d'introduction aux études culturelles. Donc je leur parle quand même à peu près de la même chose, hein, pas tout à fait, mais quand même, bon. Et la logique, c'est la même. Je demande des essais en fin de semestre et des exposés oraux. Et l'une de vos camarades est venue me voir à la fin en me disant, mais voilà, moi j'ai une idée, je voudrais travailler, mais je ne sais pas si je peux, etc. Je voudrais travailler sur la question de la santé mentale dans le jeu vidéo. Waouh, vas-y, bien sûr, fonce. C'est un sujet absolument... voilà, si vous êtes en études culturelles, c'est pour travailler sur ce genre de choses. Vous voyez ? Alors, bien sûr, c'est aujourd'hui, personne ne va contester le fait que la culture jeu, elle est... oui, mais elle est bien de masse, hein, on est bien d'accord. Et elle est bien déterminée par le fait que vous allez acheter les jeux, même chaque fois que vous n'avez pas encore d'ado, vous, à la maison, mais quand vous avez un ado à la maison qui laisse une fortune dans des jeux à la con, vous allez se faire à un moment, vous avez super marre. Bon, je dis ça en rigolant, mais pas tout à fait uniquement non plus, hein. Donc, bien sûr, saisissez-vous des objets culturels du moment, du temps présent. C'est ça leur geste, fondamentalement. Alors, ils n'ont pas les jeux vidéo en 64. Ils ont les Teddy Boys, les Mods, ils ont les Rolling Stones et les Beatles. Ils ont... ils ont aussi un truc, peut-être vous le localisez beaucoup plus tard dans votre histoire de la musique, mais les années 60, c'est en Angleterre, quand vous êtes... issus des milieux populaires et que vous croisez de facto parce que vous habitez dans le même quartier que, par exemple, les migrants, enfin, les immigrants jamaïcains, ils viennent avec une musique, non ? Vous savez qu'il y a une musique un peu particulière en Jamaïque. Eh bien, bien sûr. Mais le reggae, c'est pas Bob Marley dans les années 80. Le reggae, c'est la fin des années 50, début des années 60. Donc, quand vous êtes... Oui. C'est le contact entre les jeunes immigrants jamaïcains et les jeunes ouvriers qui, en fait, le reggae a inspiré la naissance de la culture punk aussi. Absolument. Absolument. Alors pourtant, vous allez me dire, quand même, entre une belle crête vert fluo et un gros pack de dreads sous un bonnet en laine, oui, mais déjà, pensez pas à la singularité, pensez à l'effet de l'un et de l'autre. C'est la même chose, en fait. Hein. C'est aussi singulier, aussi étonnant de voir un Rasta avec un bonnet comme ça que de voir un Iroquois avec une crête verte. Quand vous êtes straight, square, britannique, middle class, Margaret Thatcher, quoi. Et Margaret Thatcher, c'est pas une grande bourgeoise. Hein. C'est issu vraiment de la petite bourgeoisie commerçante de l'Angleterre. Donc oui, c'est à ça que je voulais en venir, c'est que début des années 60, il y a aussi une musique nouvelle qui est en train d'arriver. D'ailleurs, une et des musiques, parce qu'il y a le reggae, il y a le dub qui est pas loin aussi d'apparaître, il y a le ska, il y a plein de choses qui vont... les Anglais, la jeunesse anglaise de ce moment-là, elle va écouter. Alors il y en a aussi qui vont rejeter. Les Teddy Boys, ce qu'on appelait, ça s'appelait comme ça à l'époque, je ne sais pas comment le traduire, qui vont... non, ça c'est culture black, là, on n'en veut pas. Vous avez des rixes raciales en 58 à Londres. Oui, aussi. Donc vous avez une frange qui ne va pas accepter. Mais vous avez aussi une frange large de la culture jeune, des jeunes de l'époque, début des années 60, qui vit dans les mêmes quartiers que les Jamaïcains et qui écoute le son qu'écoutent les jeunes de leur génération, qui c'est d'ailleurs la deuxième génération, on va dire. La première, elle est dans les années 50. Et qui ont aussi des looks, qui ont aussi des façons de s'habiller, qui ont aussi des langages singuliers, des argots, voilà. Et qui vont s'y intéresser, qui vont effectivement y prendre des idées, y prendre des rythmes, y prendre des types de sons, etc., etc. Après,
le punk, c'est quand même fondamentalement un mouvement de prolétaires blancs, hein, sociologiquement. Mais vous avez absolument raison, les punks, c'est pas du tout un mouvement hostile, par exemple, à la musique jamaïcaine et aux populations jamaïcaines. Un seul exemple, bon, ok, Exploited, c'est un peu à part peut-être, mais prenez un des plus grands groupes, celui-là, je suis sûr que vous le connaissez, vous avez au moins entendu une ou deux chansons, les Clash. Bah, si vous n'entendez pas le reggae dans certains titres des Clash, alors il vous faut une nouvelle paire d'oreilles, hein, parce que c'est quand même central. Il n'y a pas que ça. Hein, si vous regardez le ska britannique, Madness, etc. Madness, le groupe qui se forme, je sais pas, fin 70, un truc comme ça, le nom même du groupe est une référence à une chanson qui s'intitule Madness, qui est l'un des hits d'un chanteur de ska jamaïcain, 10 ans avant, à peu près. Donc, oui, ces connexions, elles se font. Mais elles se font globalement à tous les moments. Regardez ce qui se passe dans la musique, le rap français, comment il est un rap aussi hybride, mixte. Enfin, c'est un son qui est complètement fait de plein de sons différents. Et de plus en plus on avance, moins, je trouve, c'est pas ma musique, mais c'est celle de mon fils, donc forcément, je suis soumis à il écoute du rap français en plus, il écoute pas du rap américain. Donc, je peux vous dire, entre les raps des années 90, les grands groupes de rap, qu'ils soient marseillais ou parisiens, c'est pareil de ce point de vue-là. Et ce qui se fait dans le rap aujourd'hui, c'est une sacrée évolution. En termes de complexité sonore, en termes d'univers sonore, des choses qui entrent, qui n'étaient pas du tout au départ, qui sont en train... Voilà. Donc, bien sûr, et c'est ça qui passionne. Le livre que vous avez sans doute regardé, qui est le livre de Richard Edbridge, porte là-dessus, sur la naissance du punk, et il est limpide, effectivement, sur ces analyses-là. Comment la jonction s'opère entre, ou pas, hein, mais en tout cas, pour le punk, oui, entre culture jamaïcaine, musique jamaïcaine, et culture prolétarienne blanche. Et il y a même un exemple encore plus flagrant, mais alors là, pour le coup, en termes d'image, vous allez ouvrir peut-être des yeux si vous n'êtes pas... au fait de l'histoire du mouvement. Si je vous parle des skinheads, vous me les mettez tout de suite dans le néonazisme. Actuellement, vous n'avez pas tout à fait tort. Il y a d'autres branches de skin, Redskin, hein, mais ceux-là, on en entend beaucoup moins parler aujourd'hui. Dans les années 80, les Redskins étaient actifs et ils se tapaient avec les skins néo-nazis. Bon, ça, c'est l'histoire des années 80. Mais les skins, au départ, c'est un mouvement ouvrier début des années 60. Les skins, ils adorent le reggae. Les skins sont proches des migrants jamaïcains, vraiment. Un certain type de look, etc. C'est un look prolo, mais c'est un look aussi, les cheveux rasés, hein, la boule à zéro, c'est marqueur plutôt quand même effectivement ouvrier, mais c'est aussi un marqueur, je dirais, très pratique, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi en Angleterre quelque chose qu'il n'y a pas en France, c'est la police montée, et que quand il y a, je sais pas, un mouvement de rue, qu'il y a une baston, qu'il y a quelque chose, et qu'en face vous avez des gens qui arrivent à cheval, comment ils vous attrapent? Ils vous attrapent d'abord par les cheveux, c'est ce qui est le plus simple à attraper. Donc quand vous n'avez pas de cheveux à attraper, ça vous permet déjà de courir un peu plus longtemps. Je referme la petite blague, mais oui. Oui, bien sûr. Donc en tout cas, juste je finis là-dessus. Sur ces conjonctions extrêmement étranges, qui évoluent aussi, parce que le mouvement skin, il est puissant dans les années 60, mais c'est un mouvement de gauche. C'est un mouvement tout à fait imprégné activement de culture noire, britannique, jamaïcaine. Ça change à la fin des années 60. Et puis ça passe dans plutôt le versant oi et d'extrême droite, qui est plutôt le marqueur aujourd'hui voilà, de ce qu'est un skin. Mais à la base, skin, c'est pas du tout quelqu'un qui est hostile aux immigrés. Bon, il est génial le livre de Edbridge. Hein. Il date de 79. Je vous le conseille vraiment. Je l'ai mis en PDF, je pense, sur le site. C'est un peu long, ça prend un peu de temps à lire, mais ça se lit très bien, presque comme un roman, pour dire. Et ça éclaire merveilleusement tous ces phénomènes qui sont ceux auxquels ils sont directement confrontés. Donc, je fais la pause. Le regard des études culturelles,
il porte sur ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez. Voilà, c'est ça la logique du moment 60, mais c'est toujours valable. Regardez ce qui se passe autour de vous, regardez les formes que la culture contemporaine a, comment elles évoluent, d'où elles viennent, où elles vont, et vous poserez des questions qui relèvent des études culturelles d'une façon ou d'une autre. Clap. Allez respirer.